Chers frères, chère sœur Tessa, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Et je tenais donc également à remercier Maître Palonga et d'ailleurs tous les intervenants. Je voulais tout simplement dire pour commencer que nous ouvrons un cycle de conférences, que les propositions que vous avez écoutées dans la mienne ne sont pas tout à fait abouties, en tout cas pour ma part. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait beaucoup plus de contributions afin qu'on améliore toutes les propositions possibles. Donc c'est un cycle qu'on ouvre et on espère que cette dynamique sur le fédéralisme continue. Et je vais essayer, moi, dans mon speech, d'expliquer un tout petit peu comment j'ai conçu mon fédéralisme, en sachant que les intervenants ici, que nous sommes, n'appartenant pas à une organisation particulière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le doyen David Londi et Christian Mayandi qui ont présenté leur vision du fédéralisme. Et comme vous pourrez le constater, peut-être aujourd'hui ou un peu plus tard, il y aura des nuances, mais le but, c'est qu'on arrive à rédiger demain un livre blanc sur le fédéralisme, principalement au Congo-Brazzaville, mais sur une plus large question sur l'Afrique. Alors, pour ma part, je vais un tout petit peu rejoindre ce que disait mon frère Kitemo, qu'il attendait des réponses par rapport au Congo-Brazzaville. Et ce que je dois préciser, c'est que on réfléchit aujourd'hui sur le fédéralisme, mais il ne pourra demain, même si nos réflexions sont abouties, il ne pourra être appliqué, pour reprendre le mot utilisé par David Londi, que si nous resterons la démocratie au Congo-Brazzaville. Bon. En tout cas, pour notre part, nous y travaillons. Nous espérons que demain, dans le cadre d'une transition démocratique, toutes les filles et tous les fils du Congo s'asserront pour réfléchir sur la paix, sur en tout cas le devenir du Congo-Brazzaville. Et c'est dans le cadre de la transition que nous allons nous proposer, si on y arrive, en tout cas on y travaille, le fédéralisme au Congo-Brazzaville pour répondre aux problèmes fondamentaux du Congo-Brazzaville, notre pays. Et comme il y a des juristes ici, je n'ai pas envie que je sois repris ou pendant des questions ou plus tard, parce que il y a Maître Ntsika, il y a Maître Pantou, il y a Maître Baloga. Ce que je dois dire, c'est que... Ce que je dois dire, non, pour préciser, c'est que le projet du fédéralisme sera un amendement de la Constitution de 1992. C'est-à-dire que nous avons dans la Constitution de 1992 l'article 178 qui peut nous permettre de l'amender. Et comme nous sommes, nous, des légalistes, nous avons comme référent la Constitution de 1992. Donc, à l'issue de la transition pour laquelle nous militons, un référendum devra être organisé, en tout cas si la question du fédéralisme, en tout cas ce projet, fait consensus, et nous l'espérons. Une question sera posée aux Congolais, à savoir, est-ce que vous voulez garder la Constitution de 1992 ou est-ce que vous voulez l'amender avec le volet fédéral? Donc, le projet fédéral que moi je défends avec mes amis doit être conçu comme un amendement de la Constitution de 1992. Donc ça, c'est en introduction ce que je voulais bien préciser. C'est-à-dire que si nous arrivons et que nous imposons le fédéralisme sans s'appuyer, sans le consentement des populations, mais sans partir sur la Constitution de 1992, nous serons également nous-mêmes considérés comme des putschistes, et comme nous sommes des démocrates, ce n'est pas le cas. En ce qui concerne donc le fédéralisme, comme je le disais, pour ma part en tout cas, j'étais comme beaucoup de Congolais sur en tout cas la démarche de la restauration de la démocratie, en créant sur tous les toits que Sassou devait partir. Les Gabonais disent Bongo doit partir. Mais j'ai lu un texte
qui quelque part m'a ouvert les yeux, c'est celui du juriste Bankunda Mbele sur repenser le président africain. Et quand j'ai lu cet article-là qui est en ligne, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, mais effectivement, cette question, pourtant, pour ceux qui ont lu la Constitution de 1992 ou même la Constitution française que moi je n'ai jamais lue, posait la question de la concentration du pouvoir, mais des présidents africains. Et je me suis référé à notre propre expérience, c'est-à-dire que moi je ne me réfère pas aux différentes constitutions de M. Denis Sassou Nguesso, mais celle de 92. Celle de 92, c'est la constitution qui a été votée par les Congolais sans qu'on ait mis aux Congolais un pistolet sous la tombe, c'est-à-dire que les Congolais se sont réunis et ont décidé, en toute conscience, que la constitution qui convenait au pays, c'était celle de 1992, pour rappeler qu'il y ait un plagiat de la constitution française de la Ve République. Donc moi, je me réfère à cette constitution. Et cette constitution, c'est vrai qu'il y a la mauvaise foi des politiciens congolais également, mais cette constitution-là a provoqué, pas la première guerre civile, mais post-conférence nationale. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des affrontements entre communautés du sud du pays. Je n'aime pas trop parler du clivage nord-sud qui existe chez nous, mais je me réfère à 1993. 1993, je vais peut-être rappeler des mauvais souvenirs à mon frère Laurent Zaba, avec qui nous avons fui Bakongo. Ah bon? Avec qui nous avons fui Bakongo en 93. Parce que vous êtes Bibelais. Voilà. Et de l'autre côté, à Djata, il y avait, à Djata ou à Mfilou, il y avait des frères du sud qui fuient. Larry, qui était tagué proche de Kolela, qui ont été persécutés, massacrés, tués. Donc de part et d'autre, il y a eu des tueries. Mais pourquoi il y a eu ces tueries-là? Mais c'est parce que c'était également un problème de conquête du pouvoir. Conquête du pouvoir. C'est vrai que le président Lissouba était déjà installé, mais comme dans la Ve République, et on le voit aujourd'hui avec les élections en France, aujourd'hui il y a un troisième tour, c'est celui de la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire, on ne va pas rappeler le contexte, en tout cas, il y avait une revendication, donc le véritable pouvoir est au niveau du gouvernement. Donc il y a eu des affrontements. Et donc, la véritable question qu'on doit se poser, parce que pour moi c'est Sassou Nguesso, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est l'arbre qui cache la forêt, et on a vu lorsqu'on est arrivé à la démocratie au Congo-Brazzaville, en tout cas au multipartisme, au processus démocratique, on a bien vu que bon, les partis étaient certes à caractère ethnique, mais que ce problème de concentration du pouvoir était un réel problème. Donc, pour ma part, lorsque nous proposons le fédéralisme, on propose le fédéralisme avec une présidence honorifique. C'est, si vous voulez, pour également casser cette image d'homme providentiel. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'hommes providentiels, peut-être comme dans les années 60. Aujourd'hui, nous sommes des hommes formés. Nous n'avons pas besoin d'un génie qui va arriver pour nous dire ce qu'il faut faire. Donc déjà, il faut, même si ça s'en va, si vous mettez un ressortissant du Grand Niari, pour ne pas dire Libolek, parce que nous qui sommes du Grand Niari, nous n'aimons pas qu'on nous appelle Libolek, mais nous sommes du Grand Niari. Si vous mettez en face un candidat issu de la région du Poul, bien que ce soit des frères, je crains qu'on arrive de nouveau, peut-être pas à une guerre civile, mais à des affrontements verbaux, à une exaspération des haines. Donc il faut, à mon sens, casser, si vous voulez, cette institution présidence de la République qui concentre tous les pouvoirs. Donc c'est pour ça qu'on propose une présidence honorifique au Congo-Brazzaville. Et cette présidence honorifique, comme m'a dit un doyen, le vieux Soumou, qui aurait dû participer à cette conférence, mais qui est en déplacement, m'a dit, mais aujourd'hui, il entend beaucoup parler
des Congolais sur le fédéralisme et ils s'appuient beaucoup sur la Suisse, sur l'Allemagne, mais ils oublient que dans nos territoires, avant l'arrivée des Blancs, dans le royaume Luango, comme dans le royaume Téké, que l'intronisation de ces souverains se faisait par voie, on va dire, démocratique quelque part. Il y avait également dans ces territoires une gouvernance démocratique. Donc pour notre part, nous considérons, comme l'a dit le doyen Londi au départ, c'est-à-dire que lorsque le blanc est arrivé, il nous a acculturés, en tout cas déculturés. On a cassé toutes nos traditions, nos coutumes pour en perdre notre âme. Donc pour nous, ce poste de présidence honorifique doit être réservé à des apolitiques qui sont des souverains de nos chefferies. Il faut aujourd'hui qu'on revendique nos coutumes, nos traditions, qui ont malheureusement été folklorisées, parce que moi aujourd'hui, j'ai 50 ans révolus, et c'est seulement aujourd'hui que j'apprends que la gouvernance dans le royaume Téké ou dans le royaume Luango, qui est vassal du royaume Congo, était une gouvernance démocratique, peut-être pas au sens moderne du terme, mais il y avait une gouvernance démocratique. C'est-à-dire que celui qui devenait souverain ne le devenait pas parce qu'il était fils du souverain qui décédait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos souverains, Luango ou Téké, ou même les chefs de la partie nord du pays, ces chefferies-là, ce n'étaient pas des monarques au sens français du terme. Français du terme, c'est-à-dire que c'était des monarques, enfin c'était des souverains. Et même la notion de roi est inadaptée chez nous en fait. Et pour vous dire, beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je connais un tout petit peu l'histoire du Maroc et j'étais surpris qu'un Marocain me dise que le premier roi du Maroc, c'est le roi Hassan II. J'ai sursauté, j'ai dit mais c'est pas possible. Il me dit mais le papa d'Hassan II était un sultan. Ce n'était pas un roi. Et le roi c'est Lyoté, donc c'est les Français qui ont créé le roi pour que le roi devienne le guichet unique par qui ils vont passer pour avoir la fameuse signature dont il parle. Donc, il y avait une espèce de fédéralisme au Maroc où il y avait les grandes familles qui, avec le roi régnait mais ne gouvernait pas. C'est un peu le cas aussi dans le royaume Luango. Certains ici qui sont de ces contrées-là pourront nous l'expliquer. Il y avait dans le royaume Luango le roi qui gouvernait qui était issu de deux familles. Et puisque le roi était issu de ces deux familles, il y avait celui qui gouvernait qui était issu du Quilou forestier, on va appeler ça comme ça, c'est peut-être pas le mot adapté, je ne sais pas. Donc il y avait déjà une espèce de partage du pouvoir pour apaiser les tensions des communautés. Donc pour notre part, la présidence honorifique doit revenir aux chefferies locales. Le roi Maluango, le roi Téké, et la troisième personnalité doit être une personnalité issue de la partie septentrionale du pays. C'est-à-dire que vous avez la Likwala, la Songa, la cuvette. La cuvette ouest, c'est beaucoup, enfin il y a beaucoup de Batéké dans la cuvette ouest. Après, bon, c'est des choses qu'il faut amender, voir. En tout cas, pour notre part, on considère que le fédéralisme doit édifier l'unité nationale. Et ces trois personnalités morales, pour nous, symbolisent l'unité nationale et couvrent l'entièreté du pays. Donc après, pour nous, c'est une présidence honorifique collégiale. Après, il faut voir les modalités, mais ça, c'est aux juristes de nous dire comment un triumvirat, par exemple, fonctionne. Moi, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas de honte à vous dire que notre réflexion n'est pas encore aboutie. On ouvre ici un débat. Donc, pour résumer par rapport à la présidence honorifique, le but, c'est de casser ce profil d'homme providentiel
où on attend que quelqu'un arrive et il décide des politiques qui sont bonnes ou pas bonnes pour X ou Y. Et ensuite, édifier, pour ne pas dire consolider. Je vais fâcher mon très cher doyen David Lodi qui dit que le Congo n'est pas une nation, que l'unité nationale n'existe pas. Moi, je dirais plutôt la consolider, mais sinon, je pourrais utiliser le mot édifier l'unité nationale. C'est-à-dire que le projet fédéral doit à tous les niveaux, pour ma part, en tout cas pour notre part, édifier l'unité nationale. Ensuite, vous avez donc un gouvernement fédéral, vous avez moi ce que j'appelle des régions fédérées. C'est-à-dire que pour le Congo, puisque chaque fédéralisme est spécifique, pour le Congo nous avons 10 régions. C'est vrai que moi je reste sur 10 régions. Quand je suis parti du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire n'étaient pas considérés comme des départements. Vous allez m'excuser, je l'ai appris seulement il y a quelques jours. Hein. C'était un département, je suis assez déconnecté. Une information tardive. Une information tardive. Donc pour ma part, je considère que nous avons 12, voilà, j'ai rectifié, si vous regardez mes notes, c'est 10. Hein, nous avons donc 12 régions qui sont, pour ma part, des régions fédérées. Moi, je n'utiliserai pas le candidat. Hein, pour moi, c'est région fédérée. Ensuite, comme l'a rappelé le doyen Londi, vous avez la loi fondamentale, c'est-à-dire que la loi fédérale prime sur toutes les lois que tu as appelées les constitutions des régions. Pour moi, ce n'est pas des constitutions. Pour moi, c'est des chartes réglementaires. Chartes réglementaires, aujourd'hui, moi j'ai commencé un tout petit peu à regarder. Je ne pourrais pas vous dire, par exemple, pour le cas de l'Allemagne, vous allez m'excuser de prendre cet exemple, quelles sont les nuances entre la loi fédérale allemande et la constitution bavaroise. Est-ce que au Congo, par exemple, on peut imaginer, en tout cas on peut imaginer, je ne sais pas, puisque dans le sud du pays, par exemple, nous avons le matriarcat, et que dans le nord du pays, nous avons le patriarcat, le doyen Benga pourra, lorsqu'il prendra la parole, je l'espère, nous expliquer comment ça se passe, mais peut-être qu'il peut avoir une nuance dans le cas du droit de succession, par exemple. Est-ce qu'il est normal qu'on ait un droit de succession unique? Moi, je me pose la question. En tout cas, là, c'est juste pour voir dans quel cas une charte réglementaire d'une région fédérée peut être différente de la loi fondamentale. C'est une question que je me pose. Mais je ne doute pas que je vais avancer, parce que si je n'ai pas suffisamment avancé, c'est parce que mon grand frère Miayukou et Jean-Cyril Babela, qui sont, si vous voulez, ceux qui m'aident le plus dans la recherche, je n'ai pas envie de dire m'en lâcher, mais bon, j'espère qu'ils vont m'aider à consolider ce projet-là, parce que c'est des frères qui travaillent beaucoup, et voilà, on a souvent beaucoup travaillé, on échange beaucoup. Donc, pour ma part, moi je vais parler de région fédérée, et je vais parler également de charte réglementaire. Après, je vais taquiner mon grand frère Eric Pontou, qui est juriste, il pourra nous dire après voilà, comment faire en tout cas. Les Congolais ont beaucoup de juristes. Je crois que Bayardel a formé des armées de juristes. Je crois qu'il y a en sciences économie, en juriste, au Congo, par tête d'habitants, je pense qu'on est plutôt assez. Donc, pour ma part, on a région fédérée, on a ensuite des chartes réglementaires. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le fédéralisme, en gros, pour faire simple, toutes les, on va dire tous les services dédiés à l'État, sans qu'il n'y ait encore la loi fédérale, sont transférés aux régions. La loi fédérale arrive pour retirer aux régions ce qu'elles considèrent comme
faisant partie de ses compétences. Bon, ce qu'on sait, c'est que là, c'est un tout petit peu la norme, après on peut la changer. Tout ce qui est régalien revient à l'État fédéral. Ça c'est vraiment la norme. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, je vais prendre un exemple simple, vous avez des autoroutes. C'est vrai qu'au Congo, on n'en a pas. On a pas une route nationale. On a une route nationale. Si on prend le cas de la route nationale, cette route nationale traverse 3 ou 4 régions de mémoire. Je crois 3 régions ou 4. Bon, bref. Sauf que cette route nationale-là n'est pas, en tout cas dans son entretien, de la compétence des régions qu'elle traverse. C'est de la compétence de l'État fédéral. Sauf que l'État fédéral n'aura pas de service technique pour, en tout cas dans ces régions, dans ces différentes régions, pour entretenir ces routes. Ce sont les services techniques des régions fédérées qui entretiennent les routes ou départementales ou communales qui auront cette charge. Et donc c'est à l'État fédéré d'allouer un budget par rapport à cette mission. Donc ça c'est un cas. Ensuite, il y a, si vous voulez, le volet de la solidarité. Je vais prendre, vous allez m'excuser, ce qui se fait un tout petit peu, enfin, j'ai pas envie de dire le mieux, moi, la référence qui est la mienne plutôt, c'est la constitution de l'Allemagne. Je vous conseille de la lire, en tout cas pour ceux qui s'intéressent au fédéralisme, je vous conseille de la lire. C'est-à-dire que dans cette constitution est consigné toutes les compétences des régions. C'est-à-dire que demain, n'importe qui ne peut pas arriver en Allemagne pour dire on ne va plus faire comme ça, on enlève telle ou telle compétence aux régions. Il faut modifier la Constitution. Il faut modifier la Constitution. Et pourquoi j'en parle là? J'en parle parce que vous avez dans la fameuse Constitution de 1992 où on vous dit que le Congo est un pays décentralisé. C'est vraiment à la française. Le Congo est un pays décentralisé. Et il y a une loi organique qui est arrivée pour, si vous voulez, un peu donner des détails, encadrer cette décentralisation-là. Mais cette décentralisation, finalement, a été, si vous voulez, celle du professeur Pascal Lissouba qui est arrivé aux affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discussion en amont, c'était à la conférence nationale de le faire. Donc le professeur Lissouba arrive, il a la majorité, il a imposé sa décentralisation. Il ne faut pas, demain, qu'on dise que le pays est enfin le Congo est un État fédéral, et puis ensuite, non. Il faut, parce que les Congolais ne respectent pas la loi. On l'a vu avec la Constitution de 1992, où l'interprétation était devenue très politicienne. Il faut demain consigner toutes les compétences, y compris les proportions, vous verrez dans la Constitution allemande, y compris les proportions dans la Constitution, pour que ça soit clair pour le citoyen lambda. Moi, je ne suis pas juriste, et quand je lis la Constitution allemande, il y a des choses que je comprends, il y a peut-être d'autres que je ne comprends pas, c'est normal, mais en tout cas, elle est très accessible aux citoyens. Donc, vous avez aussi des inquiétudes sur les régions au Congo-Brazzaville qui sont moins dotées que d'autres. Le frère Mayandji, en commençant sa communication, moi j'ai bien apprécié parce qu'il a demandé aux Congolais, en tout cas, excusez-moi, aux participants, de dire de quelle région ils étaient et de noter les fameuses richesses. Bon. Moi, personnellement, je suis de la Bouenza. Je serais incapable de vous dire quelles sont les richesses de la Bouenza. Je vais vous dire qu'il y a l'usine Suco, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, ou Saris, de canne à sucre. Il y a la cimenterie. Mais si je vous dis ça, c'est que les régions du sud du pays, là je vais même parler de la Lekumu et même du Nyari, parce que si nous arrivons au pouvoir, parce que le but aussi c'est qu'on dirige ce pays, nous déciderons de mettre fin à la déforestation. Aujourd'hui, le Congo n'a vraiment pas besoin de raser ses forêts. Donc,
Dans le Niari, il n'y a peut-être pas grand-chose. Il y a un investisseur qui m'a dit, aujourd'hui on parle des minerais de fer dans le Niari, mais il n'est même pas certain qu'un investisseur soit sûr d'avoir un retour sur investissement. Donc, les régions au Congo, hormis le Kwilu, et même le Kwilu, je pense que le pétrole est offshore, donc appartient au domaine public, toutes les régions quelque part se valent. Le seul avantage des régions du sud du pays, c'est qu'elles sont désenclavées avec le chemin de fer et avec la fameuse route qu'on vient de faire, qui donne directement accès au littoral. Et je peux vous dire, là je suis dans les échanges que j'avais avec notre papa, qui travaillait à la SNE, qui a participé à l'électrification de la Sangha et des plateaux. En tout cas, les ressortissants de la Sangha ont même oublié, ainsi que ceux de la Nikwala, parce que tout le peuple congolais a été politisé, que les régions de la Sangha et de la Nikwala sont les régions qui ont le potentiel économique le plus important au Congo-Brazzaville, y compris. Et nous devons également savoir que ces régions-là sont les seules régions pratiquement où on peut produire du café et du cacao. Chez nous à Muyonzi, il y a un peu de café, mais c'est vraiment un café qui va pousser parce que la terre est fertile, effectivement. Mais les conditions qui peuvent permettre la production d'un café et d'un cacao, peut-être pas à des normes internationales, mais en tout cas celui qui est recherché, c'est dans ces régions-là, de la Sangha et de la Nikwala. Et donc, potentiellement, c'est des régions, si l'État fédéral met des moyens, les paysans de ces contrées-là deviendront peut-être, j'ai pas envie de dire les paysans les plus riches du Congo, ça rapportera au pays des devises, mais quand on parle donc de tout ça, c'est pour dire que aujourd'hui, il n'y a pas mesure à s'inquiéter. C'est vraiment une caricature de dire que les régions du sud du pays sont plus nantis que les régions du nord du pays. C'est totalement faux. Donc, le but également des régions fédérées avec les transferts de compétences, c'est d'emmener la décision au plus proche des populations. Pour faire simple, tout ce qui est du ressort local et de la compétence de la commune. Pour faire simple, c'est ça. Tout ce qui est du ressort de la région et de la compétence de la région. C'est comme ça. Après, il y a, si vous voulez, un volet solidaire. Aujourd'hui, par exemple, en France, on vous dit qu'il faut une égalité des chances. C'est-à-dire que c'est à l'État fédéral. Si on considère que l'égalité des chances, c'est également l'éducation, c'est à l'État fédéral d'investir dans tous les départements du Congo pour que chaque enfant ait une chance. Donc l'État fédéral, une fois qu'il a donné des instructions, mais il faut que ça soit effectivement consensuel, si on considère que la santé est quelque chose que tout Congolais doit se soigner dignement, l'État fédéral doit, dans ce cas, avec les régions fédérées, investir pour que dans tous les départements du pays, qu'on ait des dispensaires de soins primaires, qu'on ait en tout cas que tous les Congolais accèdent à des soins de santé primaire. Donc tout ça, si vous voulez, ces compétences de l'État fédéral doivent être discutées. Nous y travaillons. Comme je vous l'ai dit, c'est encore un chantier. On va être en contact avec des enseignants, avec des professionnels de la santé, avec des juristes, bref, pour voir aujourd'hui quels sont les besoins, par exemple, dans les communes congolaises, en tout cas celles qu'on appelle communes, moi j'appelle ça des villages, pour décider quels sont
les compétences qui doivent revenir à la commune ou aux régions fédérales. Donc, voilà pour ne pas être trop long, l'essentiel de ma communication sur les institutions politiques. Je ne vais pas parler de tout ce qui est pouvoir judiciaire, de tout ce qui est défense et sécurité, parce que je vous avoue que moi-même, quand c'est un État unitaire, pour reprendre l'expression de mon frère Babela que je vais t'acquitter un peu, c'est simple. Mais quand il s'agit de la fédération, c'est vraiment complexe. Il faut vous dire que si nous avons cette démarche-là, ce n'est pas par pur intellectualisme. On essaye de trouver des solutions. Ensuite, vous avez tout ce qui est recrutement, par exemple, dans les régions fédérales. Comme je vous ai dit pour ma part, il faut que le fédéralisme consolide l'unité nationale. Donc, en ce qui concerne les recrutements, pour ma part, il faut que 50% des recrutements soient réservés aux Congolais, je dis bien aux Congolais, pas aux originaires des régions, mais aux Congolais qui sont installés dans ces régions depuis au moins 2 ans. Ensuite, vous avez 50% qui seront réservés. Bon, j'étais parti vraiment sur 10 régions. Donc moi, pour faire simple, mais c'est une question de proportion, vous avez 50% qui doivent être réservés aux ressortissants congolais qui depuis 2 ans vivent dans la région. Ensuite, vous avez 53% à raison de 5% par région, pour faire simple, dans ma région de la Bouenza. Pour le recrutement administratif des régions fédérées, vous avez 50% qui vont revenir aux Congolais qui sont installés dans cette région depuis plus de 2 ans. Et ensuite, vous avez 5% de recrutement, enfin 5% d'effectifs plutôt, qui doivent revenir au pôle, à la Likwala, à la Sonda. Donc, ça permet également, si vous voulez, que des Congolais d'autres origines viennent s'installer dans ces régions. Je vous rassure, ça ne sera pas obligatoire, mais en tout cas, il faut que ça soit présenté comme ça. Dans la cuvette, demain, il faut, s'il y a un recrutement administratif de la région fédérée, il faut qu'il y ait 50% de ressortissants congolais qui vivent dans la cuvette depuis plus de 2 ans, et puis pour le reste, il y aura 5% de poules, machin. Donc ça c'est notre proposition. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas. Je vais m'arrêter là. Je pense que le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Maître Balunga va ouvrir. Oui, mais Bingo, toi, pour l'égalité, pour observer l'égalité de tous les intervenants, tu ne vas pas y échapper. Quelques questions quand même à lui poser en entendant que nous passons. Juste pour terminer, vous avez m'excusé. J'avais oublié un volet important. Juste pour terminer, c'est la question qu'a posée le frère Mieri Bayulu qui est parti en ce qui concerne les partis politiques. Les partis politiques congolais sont à caractère ethnique. Je n'ai pas pu avoir, j'avais d'ailleurs, je vais taquiner mon grand frère, je lui avais demandé la liste du bureau politique de l'UPADS. Je vous l'aurais sorti, vous aurez vu que la majorité des noms sont à consonance, on m'a dit du coin. C'est la même chose pour l'UDH Yuki, c'est la même chose pour l'URDPS. C'est vrai qu'à l'époque du MCDDI, pour des raisons d'image, il y avait les Tembe Ombili de la cuvette qui était numéro 2 du MCDDI. Bon, l'UPADS a procédé ainsi. Tout ça pour dire que ces partis-là, est-ce qu'il faut procéder par la loi? Je pense que oui. Notre proposition est la suivante. Vous ne pourrez pas empêcher, si on se réfère à la photo de 1992, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité, puisque le tribalisme chez nous a été exacerbé, vous ne pourrez pas empêcher que l'UPADS, aujourd'hui, fasse 95% de voix de la région de la Bouenza.
vous ne pouvez pas l'empêcher. Après, il y a peut-être, enfin il y a d'autres, je sais, hein, dans le fédéralisme, qui militent pour l'interdiction des partis politiques. En tout cas, que ça n'existe plus. Ce n'est pas moi, nous, notre démarche. Pour notre part, on considère qu'une vie politique, il faut, pour notre part, des groupements politiques. En tout cas, on n'a pas encore trouvé de solution par rapport à ça. Sinon, mon frère Laurent Zaba qui vient de créer son parti, va se fâcher contre moi. En tout cas, cher Laurent, rassure-toi, les partis politiques ne seront pas interdits. En revanche, l'UPADS, excusez-moi de parler de l'UPADS, parce que si je parle du PCP ou du MCBBI, on va dire, comme c'est très congolais, il parle de ça comme il est de la Boïza, c'est pour Joshua. Moi, je vais parler de l'UPADS, du Kambola Mototé, comme ça, mes propres parents, comme ça, mes propres parents vont s'en prendre à moi, il n'y a pas de souci. Ça, on va régler nos histoires au village. Ce que je voulais dire, c'est que demain, l'UPADS peut faire 95% de voix, 95% de voix aux élections de la région. Sauf que l'UPADS ne devra pas avoir 95% de sièges. Il faut que l'UPADS ait, puisqu'il a gagné les élections, 55% de sièges. Et les 40-50% de sièges doivent être réservés, j'ai pas envie de dire à son opposition, mais à tous les autres partis. Ça permet d'encourager, si vous voulez, une expression diverse. Parce que je peux vous dire que lorsque vous êtes dans une contrée, allez, là on va parler de chez nous à Bakongo, hein, lorsque vous êtes à Bakongo et que vous savez pertinemment, on peut parler de Yuki ou du MCDD, pour moi c'est la même famille, que ce parti va faire 100% ou 95% de voix, il est difficile, je pense, de créer quelque chose d'autre en sachant que vous allez vous faire écraser. Donc il faut encourager la diversité locale. Donc pour notre part, on considère que 55% de sièges doivent revenir dans le cas de l'UPADS dans la région à l'UPADS, sauf que les changements de majorité dans notre pays est caractérisé par les changements de majorité. Ça a déjà été le cas en 58 entre Yulu et Opango, il y a eu un changement de majorité. En 92, entre le PCP et l'UPADS, ça s'est mal passé, on a eu un changement de majorité. Donc, du moment où l'UPADS n'a que 55% de voix, il faut accepter qu'on interdise le changement de majorité. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la mandature, l'UPADS doit avoir, si c'est le cas, le président de région doit être de l'UPADS. Après, l'UPADS peut ne plus être d'accord avec son président pour le changer. On l'a vu, principalement, ça se voit souvent en Angleterre où, au début, on ne comprenait plus. Mais comment des membres du Parti conservateur renversent Margaret Thatcher, ou même là, on l'a vu Theresa May, pour remplacer par un autre. Après, il faut, pour notre part, si vraiment c'est la démarche, il faut interdire le vagabondage politique. Il faut interdire le vagabondage politique. Voilà, j'en ai terminé. J'ai sûrement oublié des choses, mais je vais m'arrêter là. Non, je vous aurez la parole, mon cher. Oui, tout à fait. On remercie tout de même notre frère. Après avoir écouté dans un premier temps David Bondi qui a fixé le cadre du fédéralisme, et puis Christian Mayandi qui a donné une vision plus ou moins économique par rapport à sa formation d'historien, et Mingwa Biango qui nous a fait donner un peu la consistance institutionnelle de ce qu'est le fédéralisme. Nous acheminons vers la fin de la journée concernant notre thème sur le fédéralisme. Ce qui nous reste à faire dans un premier temps, c'est de poser quelques questions à Mingwa Biango, et ensuite viendra le moment à la salle d'apporter des propositions utiles, comme c'est filmé, étant donné que c'est encore, pour reprendre le mot de Mingwa, un chantier, et on a besoin que
proposons utiles soient ajoutées à ce débat qui va continuer et ça sera enregistré comme cela. Nous reprendrons cela dans les prochaines occasions à venir. Donc la parole est à la salle pour poser quelques questions. Oui. Le doyen n'a pas parlé. Je vais dire quelque chose. Non, le doyen.